Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. On va redémarrer. Alors, je voudrais simplement vous rappeler que, Inch'Allah, samedi prochain, Inch'Allah, si Dieu nous fait vie, 17 décembre, samedi 7 décembre, samedi 14 décembre et samedi 25 décembre, le cours se passera en ligne. Le lien vous est déjà transmis, vous sera transmis par votre camarade Ibrahima Diallo. Il s'agira donc de vous munir d'une connexion pendant 2 heures de temps pour suivre le cours et ce sera de 12 à 14 heures. De midi à 14 heures, les 7, 14 et 21 décembre. Alors le plus important pour faire ce cours en ligne, à votre niveau, vous comprenez qu'il faut vous munir d'une bonne connexion et tester votre connexion bien avant l'heure. Vous avez cours à 14h, à 14h moins quart, il vous faut vous asseoir, démarrer votre ordinateur, vous connecter, tester la connexion, voir si tout va très bien. Il ne faut pas attendre 14h05 pour, comme ceux qui ont l'habitude d'arriver en retard, 14h05, ils allument la machine, le temps que ça démarre, le temps de voir si la connexion marche. 14h moins quart, au plus tard, vous testez votre connexion Internet et vous êtes assis. La première chose à faire, c'est de couper votre micro. Vous coupez votre micro et vous contrôlez toujours le micro pour voir si c'est toujours coupé. Parce que si ce n'est pas coupé, on va entendre Awandiaï parler à sa maman, on va entendre le chien d'Emmanuel Mendy qui aboie. Hein? On va avoir les bruits de la maison dans le panel. Vous contrôlez votre micro, il faut que ça soit fermé. C'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, quand vous suivez un cours en ligne, lorsque vous suivez un cours en ligne, quand vous voulez parler, vous levez la main. Il y a une main virtuelle qui est bien claire, bien affichée sur l'écran en bas. Vous cliquez sur cette main virtuelle et moi je verrai qu'il y a quelqu'un qui demande la parole et votre nom sera même affiché. Et je vous donnerai la parole. Quand vous voulez poser des questions également, vous pouvez lever la main et poser des questions. Je préfère que vous posez les questions directement plutôt que de les écrire. Parce que si c'est une rencontre publique, le genre débat, il y a quelqu'un qui se charge de lire les questions et de les passer à celui qui anime le débat. Nous, on n'est pas dans ce cas. Je suis toute seule à vous faire cours. Donc, je n'ai pas le temps de lire vos questions. Vos questions, vous les posez oralement. Vous levez la main, je vous donne la parole et je me tais, je ferme mon micro, je vous écoute, tout le monde vous écoute, vous activez votre micro et vous commencez à poser votre question. Quand vous avez fini, vous coupez. Le micro doit être tout le temps coupé, encore une fois. Tout le temps. Il ne faut pas qu'on entende tout le mot, une maman dit ah oui, ça arrive, hein? Vous voyez, on est en cours. On est en cours. Il faut couper votre micro. Il faut couper votre micro, c'est le point le plus important. Et j'aurai comme interlocuteur Ibrahima Diallo. À chaque fois, je vais demander à Ibrahima Diallo, est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je suis toute seule, je fais cours, mais après, je me demande, est-ce que les gens m'entendent? Est-ce que les étudiants m'entendent? Et c'est Ibrahima Diallo qui va me confirmer, oui, madame, on vous entend bien. Voilà. On était en train de voir la définition et d'éclairer sur ce qu'est la ville. Aujourd'hui, on va examiner ce qu'est la campagne. C'est important de bien voir les caractéristiques, les spécificités de chaque entité spatiale
avant de nous lancer dans l'étude des relations d'interdépendance entre la ville et la campagne. Avant de boucler, c'est important quand même de vous renseigner sur l'existence de cachets spéciaux qui sont collés à la ville. En effet, il existe différents types de villes. Il existe des villes universitaires. J'espère que vous avez une idée de ce que je veux dire. Il existe des villes universitaires. Je peux dire que, par exemple, vous avez entendu parler des grandes universités américaines, les universités américaines les plus cotées, les universités américaines qui rassemblent en général des cracks, des gens surdoués en général, c'est souvent le cas, qui ont un niveau intellectuel extrêmement élevé, qui ont très vite avancé dans les études et qui sont admis dans ces universités américaines. C'est comme l'université d'Oxford, l'université d'Harvard également, ou l'université de Boston. Ce sont des grandes universités. Les villes-là, ce sont des villes universitaires. Harvard, Boston, ce sont des villes universitaires, comme Montréal est également une ville universitaire. Montréal est une ville universitaire. Montpellier également, en France, est une ville universitaire. On peut citer en Belgique la ville de Louvain-la-Neuve. Ce sont des villes qui vivent grâce aux universités. Si je peux l'exprimer ainsi. C'est-à-dire que la population universitaire, la population d'étudiants, d'enseignants, de personnel administratif, cette population-là domine du point de vue de la démographie de ces villes. Vous allez à Louvain-la-Neuve, par exemple, en Belgique, eh bien, vous entrez dans la ville, vous avez des immeubles qui sont des logements d'étudiants. C'est des immeubles. Quand vous voyez des villas, de petites villas alignées, on vous dit que ce sont des logements d'enseignants. Il y a des épiceries, il y a des magasins, et en périphérie, il y a des immeubles, il y a des résidences où logent les rares personnes qui ne travaillent pas, qui ne font pas partie du milieu universitaire. Ce sont des villes universitaires. On y vit parce qu'on est à l'université. On est à l'université soit comme étudiant, comme enseignant ou comme personnel administratif. Mais on est là dans cette ville parce qu'on est attaché à l'université. Il y a des villes comme ça. Premier type de ville, j'ai voulu commencer par ça. Il y a des villes militaires. Il y a des villes militaires dans le monde. Des villes où les camps militaires prédominent. Les camps militaires prédominent. Donc, des villes militaires, comme la ville de Metz en France. Metz et Besançon sont deux villes dominées par la vie militaire. Il y a de grands camps militaires, il y a des écoles militaires, des écoles de formation militaire, de professionnels, des grands professionnels de l'armée, comme l'école de Saint-Cyr également, Saint-Cyr en France, qui forment des hauts gradés militaires, des gens qui sont formés pour servir l'armée véritablement. Par exemple, ils sont formés pour aller en guerre, pour aller rejoindre, par exemple, des équipes de casque bleu des Nations Unies. Ils sont formés dans des villes pareilles qui ont des écoles militaires. Parce que chez les militaires également, il y a des écoles, il y a des hautes écoles aussi. Il y a des écoles. Voilà, des villes militaires. Metz et Besançon, par exemple. Il y a des villes touristiques également. Des villes touristiques, comme exemple de villes touristiques, on peut visiter Paris. Paris, c'est une ville touristique. Tout le monde rêve de visiter Paris. Paris est presque le centre du monde. Lorsqu'on ne parle pas de New York, on parle de Paris. Et on parle plus souvent de Paris, je crois, que de New York. Vous allez à Paris, la Tour Eiffel, c'est le monument de référence, ou bien Montmartre,
il y a des grands monuments qui sont là, qui rappellent l'histoire européenne, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de la Première Guerre mondiale. Hein? Paris, c'est quand même agréable de visiter Paris. Paris, c'est quelque chose. Hein? C'est une grande ville, très construite, très moderne, qui grouille de monde, où tout le monde court, les gens courent, les gens ne marchent pas. À Dakar, les gens marchent encore. À Paris, les gens courent. Les gens courent. On ne traîne pas les pieds là-bas. Tout le monde court. Ça court, hein, ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est épuisant quand on vient du Sénégal, notamment quand on vient des villages et qu'on visite Paris. On est déboussolé, hein. Les premiers moments à Paris, on est déboussolé, complètement déboussolé. Les gens prennent des coups de coude et s'en vont. Hein. Vous là, traîner les pieds, on vous bouscule, les gens sortent. Les gens ne peuvent pas traîner les pieds, il faut être à l'heure au travail, il faut prendre le métro qui va passer très vite. Tout le monde court. Ça court. Le temps est précieux. Paris, New York, comme ville touristique également, ou Venise. Venise en Italie également, c'est une ville touristique. Venise, c'est une ville réservée aux voyages de noces. C'est une ville réservée aux amoureux qui ont de l'argent. C'est une ville où les gens vont faire le voyage de noces en général. C'est une ville construite sur l'eau. Très belle ville italienne. Ensuite, il y a des villes administratives. Il y a des villes réservées à des tâches administratives, à des fonctions administratives, comme en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Yamoussoukro a été érigé en ville administrative parce que le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Yamoussoukro est une ville administrative. Abidjan est la ville économique de Côte d'Ivoire. Comme ville administrative, nous pouvons également citer la Haye. La Haye, je crois que c'est aux Pays-Bas, si je m'abuse. La Haye, on l'appelle. Il y a même un cours international de la justice. La Haye, on dit la Haye, H-A-Y-E. La Haye, c'est une ville qui intéresse les juristes. Parce que là, il y a, comme je viens de le dire, il y a la Cour internationale de justice où se règlent les grands différends internationaux. Hein? C'est là-bas où se règlent les grands différends internationaux. Les juristes sénégalais ont été nommés à la Haye. Il y a de grandes têtes ici qui sortaient de la faculté de droit, qui ont eu des postes à la Haye. Hein? C'est vrai que c'est avec l'appui de l'État du Sénégal. Ensuite, il y a des villes portuaires. Il y a des villes avec de gros ports, hein, comme Dakar. Dakar est une ville portuaire. Abidjan est une ville portuaire. Douala, au Cameroun, est une ville portuaire également. Marseille, en France, est une ville portuaire. Dans ces villes, vous débarquez, le port domine. Les activités économiques s'appuient essentiellement sur le port de Dakar. Si on fermait le port de Dakar, il n'y aurait pas tout ce commerce informel dans la ville de Dakar. Si on fermait le port de Dakar pendant un mois, je crois que les activités économiques vont rentrer en léthargie. C'est sûr. Tout ce que vous voyez comme objets vendus par les bana dans la rue, en général, ça sort du port de Dakar. Hein? Ça sort du port de Dakar. Ça sort des conteneurs du port de Dakar. Donc, ça alimente beaucoup l'économie urbaine. Donc, j'ai cité Dakar, Abidjan, Douala et Marseille comme ville portuaire. C'est important de parler de typologie urbaine, c'est très important. Alors maintenant, on va décrire rapidement la campagne. Qu'est-ce que c'est que la campagne? Eh bien ça, je crois que vous savez ce que c'est que la campagne. Nous n'allons pas nous fatiguer à comprendre ce qu'est la campagne et quelles sont les fonctions de la campagne. En fait, je n'ai pas abordé encore
l'axe fonction urbaine, mais j'aborderai d'abord l'axe fonction de la campagne avant de venir sur les fonctions urbaines. C'est quoi la campagne? Qu'est-ce que c'est que la campagne? Point d'interrogation. Fermez votre portable. Quand vous entrez en cours, vous fermez votre portable. Alors, vous mettez la campagne à ceci de particulier. La campagne a ceci de particulier. La campagne a ceci de particulier. Que ses limites sont imprécises. La campagne a ceci de particulier. La campagne a ceci de particulier. Que ses limites sont imprécises. La campagne a ceci de particulier que ses limites SES, ses limites sont imprécises, point. Sous l'angle administratif, alors pour éclairer sur la campagne, nous n'allons pas aller très loin, bien entendu. Nous allons rester au Sénégal et nous allons prendre des exemples au Sénégal. Voilà. Sous l'angle administratif, une délimitation est opérée. Une délimitation est opérée. Sous l'angle administratif, une délimitation est opérée. Sous l'angle administratif, une délimitation est opérée selon une dynamique. Une délimitation est opérée selon une dynamique. Qui répond aux préoccupations de gouvernance. Selon une dynamique qui répond aux préoccupations de gouvernance. Au lendemain de l'indépendance du Sénégal, vous arrêtez de dicter à votre camarade, vous sautez un espace et vous continuez au lieu de parler devant, au lieu de dicter en même temps que moi. Au lendemain de l'indépendance du Sénégal, virgule, l'arrondissement était une entité spatiale. L'arrondissement était une entité spatiale
L'arrondissement était une entité spatiale fortement représentative de l'espace rural. L'arrondissement était une entité spatiale fortement représentative de l'espace rural. Dans son acception économique, fortement représentative de l'espace rural, dans son acception économique. Point. Elle correspondait à une échelle de gestion administrative. Cette entité spatiale correspondait à une échelle de gestion administrative et d'organisation des activités économiques. Correspondait à une échelle de gestion administrative et d'organisation des activités économiques. Point. Mais avec la promulgation de la loi 72-02, du 1er février 1972, mais avec la promulgation Mais je vous ai dit, quand on vous dit, si vous captez la phrase, si vous baissez la tête pour écrire. Quand vous commencez à écrire le premier mot, après vous levez la tête pour avoir le reste de la phrase. Il faut faire vite. Et puis, il faut arrêter de faire de la dictée en même temps que moi. J'entends de tous côtés. Soit ça discute, soit ça fait de la dictée. Vous arrêtez de faire de la dictée en même temps que moi. Je reprends. Je vais reprendre, vous vous taisez, vous écoutez. Je reprends. Vous écoutez, je reprends. Au lendemain de l'indépendance du Sénégal, il faut abréger également, c'est pas la peine d'écrire arrondissement. Oui, il n'y a pas à rigoler. Hein? Développement. Développement, c'est développer. Hein? Il faut abréger. Alors quand vous voulez écrire développement, pendant que vous terminez votre développement, nous on est à une autre phrase. Oui, si vous le faites, c'est que vous n'êtes pas encore adapté au milieu universitaire. Il vous faut un temps d'adaptation encore, vous n'êtes pas encore adapté. Au lendemain de l'indépendance du Sénégal, l'arrondissement était une entité spatiale fortement représentative de l'espace rural dans son acception économique. Point. Dans son acception économique. Point. Cette entité spatiale correspondait à une échelle de gestion. Cette entité spatiale correspondait à une échelle de gestion. Vous là avec votre téléphone, vous allez passer à la porte bientôt. Je m'adresse à vous. Vous ne vous gênez pas de téléphoner pendant qu'on fait cours?
cette entité spatiale correspondait à une échelle de gestion administrative et d'organisation des activités économiques. Point. Mais avec la promulgation de la loi 72-02 du 1er février 1972, 72-02 du 1er février 1972, relative à l'organisation de l'administration territoriale, relative à l'organisation de l'administration territoriale, relative à l'organisation de l'administration territoriale, la communauté rurale fut créée, la communauté rurale fut créée, relative à l'organisation de l'administration territoriale, virgule, la communauté rurale fut créée, la communauté rurale fut créée et supplanta l'arrondissement. Et supplanta l'arrondissement, ou bien et se substitua à l'arrondissement. Point. La communauté rurale fut créée et se substitua à l'arrondissement. Alors vous comprenez que l'arrondissement, c'est un territoire beaucoup plus vaste et la création des communautés rurales a permis un rapprochement de l'administration et de la population rurale. Un rapprochement entre l'administration territoriale et la population rurale. Parce que c'est à l'intérieur des arrondissements qu'on a découpé des entités spatiales qui ont été érigées en communautés rurales. Les communautés rurales détenant donc un espace beaucoup moins élargi, beaucoup moins important. À la date du 31 décembre 2010, à la date du 31 décembre 2010, à la date du 31 décembre 2010, le Sénégal comptait 14 régions. À la date du 31 décembre 2010, le Sénégal comptait 14 régions. 161 communes, 14 régions, 161 communes, 161 communes. Et commune, ça renvoie, c'est un terme administratif qui renvoie à ville. Qui renvoyait à ville. Voilà. 161 communes et 376 communautés rurales. Et 376 communautés rurales. Point. En 176 communautés rurales. Et là, on voit bien la distinction entre communes, qui signifie ville, sous nom administratif, communauté rurale, qui signifie campagne. On continue. En 2015, l'adoption de l'acte 3 de la décentralisation, l'adoption de l'acte 3 de la décentralisation, en 2015, l'adoption de l'acte 3 de la décentralisation fit des communautés rurales des communes à part entière. Fit des communautés rurales des communes à part entière. Point.
L'adoption de l'acte 3 de la décentralisation suit des communautés rurales, des communes à part entière. Alors, d'un point de vue géographique, l'innovation de taille reliée à l'acte 3 de la décentralisation, c'est ce qu'on appelle la communalisation intégrale. C'est-à-dire que toutes les communautés rurales ont été déclarées communes. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé les communautés rurales et on les a remplacées, du point de vue de leur statut, par le statut de commune. L'État a déclaré, a expliqué, c'est pour mettre les localités urbaines et les localités rurales sur le même point d'égalité du point de vue du partage des ressources. C'est l'idée que les pouvoirs publics ont avancée. Ce que nous retenons en tant que scientifiques, en tant que géographes, c'est en quelque sorte une volonté de supprimer l'adjectif rural, de fermer l'œil sur le cachet rural, sur la spécificité de l'espace rural en tant que tel. Vouloir transformer des campagnes en villes, en leur dotant d'une administration calquée sur le modèle de l'administration urbaine, ne permet pas à ces entités spatiales du rural d'émerger et de poursuivre leur dynamique de développement. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous partez en pleine campagne, vous voyez dans n'importe quelle ancienne communauté rurale, on vous dit que c'est devenu une commune et il y a un maire qui a été bien entendu élu au suffrage universel par la voie des urnes et il est là. Ça peut être un vieux illettré qui n'a pas fait d'études, qui ne comprend rien des fonctions qui lui sont attribuées en tant que maire. Et il y a des conseillers municipaux qui sont là, ça peut être des éleveurs, un éleveur, ça peut être un agriculteur. Des gens, la plupart du temps, ils ne connaissent pas le contenu même de leurs fonctions. On leur dit que maintenant, vous êtes les maires, comme toutes les maires de toutes les villes, vous avez le même statut que le maire de la ville de Dakar. C'est pareil. Vous êtes tous des maires. Et l'entité spatiale que vous gouvernez est une commune, c'est-à-dire une ville entre guillemets. Je pense que les politiques, ils aiment bien réformer. Et surtout, ils aiment bien, vous vous taisez là-bas, il y a un groupe de 4 ou 5 personnes qui ont formé leur club, je ne sais pas si c'est un club de je ne sais pas quoi. Vous là, vous en couleur rose. Elle continue, elle écoute même pas ce qu'on lui dit. Vous ne pouvez pas arrêter de faire cours en même temps que moi. Vous faites votre dictée, tantôt vous discutez à 3 ou 4, vous êtes en train de discuter à 4 ou 5, soit vous êtes en train de lui dicter, vous faites cours pour elle. Et vous parlez, et ça ne vous dérange pas de parler. C'est difficile, on dirait qu'on a affaire à des enfants. Il n'y a pas d'enfants dans la classe, du tout. Je ne vois pas d'enfants dans la classe. Par contre, il y en a qui ont des comportements d'enfants. C'est-à-dire des comportements irresponsables, irrespectueux du public. Il faut savoir comment se tenir en public. Et ce n'est pas au-delà de 25 ans qu'on va vous apprendre à vous tenir en public. On est en public, on respecte les gens qui sont dans l'environnement. Le meilleur respect qu'on peut donner aux gens qui sont dans l'environnement, c'est de les écouter et de vous taire quand on fait cours. J'explique, vous n'écoutez même pas. Si je vous donne un sujet d'examen là-dessus, eh bien c'est bonjour les dégâts. Déjà que le niveau en général est très bas.
Si je vous donne un sujet sur ce point, eh bien, vous allez bien vous amuser devant votre copie. Parce que vous n'aurez rien écouté de ce que j'explique, rien. Voilà, eh bien, les politiques ont voulu opérer ce qu'on appelle une communalisation intégrale qui affaiblit, à mon sens, le vocable rural, qui est un vocable capital extrêmement important pour nos pays du Sud, pour les pays d'Afrique notamment, qui sont des pays ruraux. Le Sénégal est un pays rural. Et même ce qu'on appelle ville dans nos pays, ce ne sont pas des villes. Ce sont des semblants de villes. Des villes entre guillemets. Si vous visitez un jour Paris, quand on vous dira que Dakar est une ville, vous direz non, Dakar c'est un gros village. Aucune comparaison possible. Ni du point de vue des infrastructures, ni du point de vue de l'aménagement. Dakar, je ne sais pas comment on peut l'appeler à côté de Paris. Je ne sais vraiment pas. Vous voyez des immeubles, à côté de l'immeuble, vous voyez des baraques. Vous allez à Tillet, à 15 minutes d'ici à pied, visitez le quartier de la Médina. Autour du marché Tillen, Médina, vous visitez entre l'océan Atlantique et les allées du Centenaire. Faites une visite à pied là-bas, pour visiter, pour vous rendre compte de la notion de ville, de ce qu'on appelle ville. Regardez, vous allez voir des immeubles, des baraques. C'est hétéroclite, c'est complètement mélangé. On ne sait pas quel est le plan d'urbanisme qui a été suivi, mais en tout cas, du point de vue du bâti, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi, je vous dis. Des baraques, en pleine ville, la Médina, c'est en pleine ville de Dakar. C'est le plateau, c'est le plateau, c'est-à-dire c'est le centre urbain de Dakar, la Médina. On y trouve des baraques mélangées avec des constructions de grandes standing, des immeubles à 7 étages. Il ne faut pas l'appeler ville du tout. Alors, du point de vue des transports à l'intérieur de Dakar, alors ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Entre les cars rapides et les Tata, les Ndiaganiaï, les cars rapides notamment, eh ben, on se croirait en brousse, en pleine brousse. Au fin fond de Niahar ou bien de Ndiagania ou plus loin même vers Tambacounda. Il y avait un projet du pouvoir public de supprimer les cars rapides. Tout le monde était content. On va supprimer les cars rapides parce que vraiment c'est moche, c'est dégueulasse, c'est irrespectueux même de la dignité humaine. Vous voyez des gens qui sont accrochés aux cars rapides. Après, vous voyez la politique, il y a des gens qui promettent, qui passent, après ils ne font pas, après on met de côté. Ce projet-là, je crois que ça a daté d'Abdoulaye, du mandat d'Abdoulaye. Supprimer les cars rapides et faire venir des bus beaucoup plus corrects quand même. Après, le projet a été abandonné. Peut-être que le marabout des cars rapides a bien fait son boulot, on les a laissés tranquilles. Et les cars rapides sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Depuis l'indépendance du Sénégal, je crois que les cars rapides sont là. C'est hors norme, c'est pas du tout dans les normes du transport urbain. Du tout, Ça, c'est pour vous donner un exemple, simplement. Alors, donc, ce qu'on appelle ville en Afrique, et ce qu'on appelle ville dans les pays occidentaux, il n'y a pas de comparaison possible. Les Occidentaux, quand ils débarquent dans nos villes, ben, ils rigolent. Ils trouvent qu'il y a de gros villages, il n'y a pas de ville dans nos pays. La ville, en tant que telle, la ville, selon les normes fixées, n'existe pas dans nos pays. Eh bien, ils ont raison, nous sommes des pays ruraux. Nous sommes des pays ruraux, et la preuve, il y a des champs à l'intérieur des villes. À l'intérieur de Dakar, il y a des champs pour l'horticulture, par exemple. Il y a des champs. Allez vers Pikine, à l'entrée de Pikine, dans la zone de captage.
Vous avez des champs là-bas? Technopole, vers le Technopole, il y a des champs. Le bissap qu'on consomme, le bissap pour faire du baguette ou le bissap pour faire le jus, eh bien, ça vient de là-bas, ça ne vient pas de très loin. En fait, il y a des champs de bissap là-bas. Il y a des cocoteraies, il y a des jardins horticoles où on cultive des choux, des navets, des carottes, de la tomate. En pleine ville, il y a de l'agriculture en ville. Hein. L'agriculture urbaine existe. Et si vous avancez dans vos études, si vous accédez au Master 2, je crois qu'il y a un sujet sur la culture urbaine. Si vous voulez traiter de la culture urbaine, vous n'allez pas vous fatiguer à voyager pour faire de la recherche de terrain. Vous avez votre terrain à l'intérieur de Dakar. Entre Dakar et Kermansar, vous allez trouver des champs. Vous allez trouver des champs à étudier. Nous sommes des pays ruraux. Nous sommes des pays ruraux et nous avons des comportements de ruraux aussi. Ah oui, il y a des comportements de ruraux. Les populations dans la ville, ont souvent des comportements de ruraux. Parce qu'il existe des comportements de citadins et des comportements de ruraux. Ça existe. Ça existe. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes en pleine campagne, en saison des pluies, l'université est fermée, vous allez dans votre village, vous retournez au village pour contribuer aux travaux champêtres. Vous êtes au village, le matin, vous partez en famille pour aller dans les champs. Eh bien, vous prenez les sentiers, vous traversez le village, vous marchez ensemble, vous pouvez parler à haute voix, vous pouvez rigoler, vous parlez très haut. Ah oui, qu'est-ce qui vous en empêche? Personne. L'écho de votre voix, c'est peut-être entendu par les oiseaux, hein? Ça n'intéresse personne, ça ne dérange personne. Alors vous criez, vous ouvrez, vous rigolez. Vous pouvez ouvrir votre radio aussi, hein? Pendant tout le chemin, vous mettez votre Babaman, là, musique de Babaman, et puis c'est bon, vous écoutez, vous êtes content. Et puis ça permet de faire le chemin sans se fatiguer. Eh bien, à l'intérieur de la ville de Dakar, vous pouvez croiser un monsieur qui a sa radio à la main, qui ouvre et qui écoute les informations à haute voix. Hein. La radio est à haute voix. Il écoute et il marche avec. Il traverse le genre avec sa radio. Hein. Il ne se gêne pas du tout. Sa radio, c'est sa radio. Il a le droit d'ouvrir à fond la radio et de marcher en pleine ville. Vous avez un autre avec son téléphone portable et qui discute à haute voix. Même dans les transports, à l'intérieur des transports, vous prenez Dakar Dem Dikk, il discute. Il raconte toute sa vie, il discute. Voilà un exemple de comportement ruraux, qui sont transposés, amenés en ville. Alors la ruralité est là. La ruralité est là. Ce n'est pas à coup de loi et de décret qu'on va supprimer le quartier rural de nos pays du Sud. On décide, on promulgue des lois à l'Assemblée nationale, on les admet, on les approuve. Après, il faut les faire appliquer. Moi, je pense qu'on pourrait bien de penser à des lois qui servent à la ruralité, au lieu de penser à des lois qui servent à l'urbanité, parce que nous ne sommes pas encore des pays urbains, nous restons des pays ruraux, et c'est très bien même que nous soyons des pays ruraux. Nous avons un atout ou des atouts à exploiter. Je vais vous donner un exemple du point de vue des atouts que nous pouvons exploiter.
Vous avez entendu parler sans doute de ce qu'on appelle les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Alors, on a très peu de moyens pour fonctionner. Hein. Cette éponge est ici de façon endémique. Je vais essayer de l'utiliser pour expliquer. Alors, on a ce qu'on appelle les OGM. Les OGM, c'est-à-dire les organismes génétiquement modifiés. Qu'est-ce que ça signifie? Les pays développés, avec l'avancée technologique, également avec l'avancée de leurs connaissances scientifiques, de leur expérimentation dans tous les domaines, notamment dans le domaine agricole, ils ont réfléchi et conçu des méthodes, des techniques pour modifier génétiquement les organismes végétaux et les organismes animaux. Génétiquement, je vous dis, hein, chacun de nous a des caractéristiques génétiques, chacun de nous, qui lui sont spécifiques, qui sont liées à son ascendance, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire à toute la lignée, les lignées maternelles et paternelles au-dessus de vous, jusqu'à votre être. Eh bien, c'est pareil pour tout le règne animal et tout le règne végétal. Hein? Tous les organismes animaux, tous les organismes végétaux ont des caractéristiques génétiques. Eh bien, ce que la science a essayé de faire, c'est de modifier l'identité génétique des végétaux et l'identité génétique des animaux. Pour quelle fin, pour quelle utilité? Eh bien, pour produire, pour mettre sur le marché des produits nouveaux, hein, de meilleur goût ou bien des produits de quantité beaucoup plus importante, hein, ou bien pour l'esthétique, beaucoup plus joli. C'est grave. C'est grave de s'attaquer à la nature. Agir ainsi, c'est s'attaquer à la nature des choses. C'est aller contre nature. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si vous prenez l'exemple d'une plante comme le maïs, hein, le maïs, vous avez maintenant 2 sortes de maïs sur le marché. Même ici à Dakar, hein, il y a 2 sortes de maïs sur le marché. Demandez aux commerçants, quand vous allez au marché, vous demandez aux commerçants, vous allez le voir sur ces étalages, vous allez voir 2 sacs avec 2 types de maïs différents. Vous demandez, pourquoi il y a 2 sacs avec 2 maïs différents? Il va vous dire, ça c'est le maïs du Sénégal et ça c'est le maïs venant du Canada. Le maïs venant du Canada coûte par exemple 450 francs, le maïs du Sénégal coûte 350 ou 400 francs. Alors si vous êtes assimilé comme beaucoup d'entre nous le sommes, vous êtes une femme, vous allez dire, ah non c'est vrai, je vais prendre le maïs du Canada. Et vous allez vous en vanter. Et vous allez vous en vanter. Vous allez vous en vanter. Vous savez, les femmes sont très vaniteuses. Hein? Vous allez vous en vanter. Arrivez chez vous, vous allez préparer. En servant, vous allez dire, mon maïs là, je l'ai acheté assez cher. C'est d'ailleurs du maïs qui vient du Canada.
Alors, l'autre sac porte du maïs du Sénégal qui nous vient du Sénégal oriental. Des champs de culture pluviale du Sénégal oriental. Alors que le maïs du Canada a été produit en culture de serre, c'est-à-dire c'est pas à l'air libre, hein, en culture de serre, on dose l'énergie, l'éclairage, on dose l'approvisionnement en eau, les engrais, on met des engrais, on met des substances pour modifier génétiquement le maïs dans son développement, au lieu que le cycle végétatif du maïs couvre 3 mois par exemple, hein, 3 mois et demi de cycle végétatif, hein, eh bien, le maïs du Canada a ceci de particulier qu'en 1 mois, ça produit de gros grains de maïs. Jaune, très joli, hein, une belle couleur jaune avec de gros grains de maïs, hein, produits en 1 mois. C'est un record, hein, une plante comme ça, 1 mois. Mais la particularité du maïs du Canada, que la dame a acheté pour cuisiner, eh bien, en modifiant génétiquement le maïs, en lui inoculant des substances, eh bien, les substances qu'on lui a inoculées restent dans le maïs, rentrent dans la marmite de la dame, après ça rentre dans le ventre de toute la famille, et puis ça s'attaque à vos hormones, aux hormones des gens qui ont mangé ce maïs. Eh bien, on a modifié génétiquement le maïs. Les substances qui sont dans le maïs vont modifier vos hormones et vous passez le cancer. Exactement, c'est ça. Attendez un peu. Et ça vous transmet, en fait, ce sont des produits cancérigènes. Suivez l'actualité en Europe. Vous n'avez pas besoin de mettre la radio ou la télé. Tapez cancer en France et regardez les statistiques. Tapez cancer au Canada. Regardez les statistiques. C'est affolant. Le cancer, c'est le bête noire. Le cancer est là. Parce que tous les produits qui sont vendus en général, au moins 60% des produits qui sont vendus dans les supermarchés, et les gens se nourrissent dans les supermarchés, les gens vont au marché comme ici, mais c'est surtout au supermarché que les gens se ravitaillent. Ce sont des produits modifiés. Modifiés de telle ou telle façon, mais en tout cas c'est modifié. Et donc, on a attaqué la nature sous toutes ses formes et dans tous les sens. Je vous prends l'exemple, on a pris tout à l'heure l'exemple du maïs, c'est un organisme végétal. On peut prendre l'exemple d'un organisme animal. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le saumon? Il y a le poisson qui s'appelle le saumon, qui est un type de poisson VIP. Hein? En Europe, manger du saumon, c'est classe, ça fait classe, le saumon. Le saumon, quand vous le trouvez dans nos quais, sur nos quais, par exemple à Soubédiou, un saumon, même s'il est très gros, vous pouvez l'avoir à 3 000 francs, 3 500 maximum, un gros saumon. Vous découpez le saumon, sa chair est beige à blanc. Vous allez en France, vous achetez le saumon. Là-bas, vous n'allez pas voir le poisson entier. Vous ne verrez jamais du poisson entier vendu. C'est rare de voir le poisson entier vendu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent la tête, ils l'éliminent. Ils découpent le poisson en tranches. Ils découpent la chair en lamelles. Et vous avez des lamelles vendues dans des barquettes. On vous met le saumon dessus. La chair, je vous ai dit, la chair du saumon de Soubédiou est blanche ou beige. La chair du saumon en France est rose. C'est blanc au Sénégal et c'est rose en France. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En élevant le saumon, en pisciculture, hein, pareil que pour la plante, ils ont réfléchi, les scientifiques ont réfléchi à des
granulés pour alimenter les poissons. Dans ces granulés, ils ont mis des substances pour que la chair, quand le poisson va grandir, sa chair, au lieu d'être beige, va être rose. Parce que c'est plus joli, parce que ça fait clair, parce que ça fait ceci. Voilà. Conséquence, quand vous mangez ce saumon, pareil pour le maïs, eh ben, ça rentre dans vos hormones, ça vous transforme intérieurement. Si vous êtes une femme, vous captez le cancer du sein ou bien de l'utérus, machin, voilà. Et voilà ce qu'est le développement. Ce développement que nous envions aux pays développés et qu'on essaie de copier. Voilà des résultats du développement. Eh bien, nous avons un atout ou des atouts. Notre atout, c'est d'être des pays à construire encore. Ce sont des pays, les pays du Sud, notamment les pays d'Afrique, sont des pays qui restent à construire, à décoloniser et à construire, à désaliéner. Moi, je dirais même d'abord, nous ne sommes pas encore décolonisés, hein, du tout, hein. Nous ne sommes pas, j'en ai parlé un peu, nous ne sommes pas indépendants, hein. Indépendants, il faut oublier, hein. 4 avril, défilé, tout le monde défile, là, à coup de milliards, hein. C'est n'importe quoi. Nous ne sommes pas indépendants du tout, hein. C'est rigolo, hein. Hein? Après, on sort l'armée, c'est nul, c'est rien. On n'est pas indépendant. Donc, il faut qu'on soit d'abord autonome, indépendant. Ça, c'est un long chemin. Hein. Ça ne date pas, c'est pas demain qu'on y arrivera, c'est sûr. Il faut qu'on pense à nous désaliéner. On a été aliénés culturellement. À partir de la colonisation, parce que le propre de la colonisation, c'est quoi? Au moment de la colonisation, les colonisés nous ont imposé des choses et ça nous est resté. Du temps de la colonisation, vous rentrez dans un service public, il ne faut pas parler couleur ou sérère, hein? Il faut parler français. Vous adressez aux gens en français. Dans la rue même, il ne faut pas parler tellement couleur et sérère et dollar, hein? Il faut parler français. À l'école, pareil. C'était la politique de l'assimilation. On assimile la langue française, on assimile également la culture française. Et cette assimilation, le cachet le plus pertinent, c'est le cachet de l'habillement. Les colonisés, ils s'habillaient selon les Français, selon le modèle français, ou bien le modèle anglophone, anglais, ou bien le modèle portugais. C'est vraiment l'aliénation culturelle à fond. Et même dans la façon de penser. Il faut penser comme pensent les Français. Ce que je dis, c'est réel. Hein? Et tout ça, ça vous est resté. Et on a du mal à nous en débarrasser. Eh bien, c'est une bataille à mener en commun. Il faut qu'on mène cette bataille de désaliénation culturelle et cette bataille pour arriver à l'autonomie, d'abord politique, à l'autonomie, voir sous quel mode de gouvernance on peut gouverner nos pays pour que tout aille mieux et tout aille bien. Parce qu'on a des atouts à exploiter et notre atout principal, c'est toutes les connaissances, tous les savoirs et tous les savoir-faire légués par nos ancêtres du point de vue des activités productives agricoles. Il y a des savoirs qui sont là, des savoir-faire qu'on doit exploiter pour pouvoir décoller. Décoller non pas selon le modèle de développement économique à l'occidental, mais décoller selon nos moyens et nos réalités propres. Eh bien, voilà des combats qu'il faut mener, et ce ne sont pas des combats faciles. Hein. L'aliénation culturelle, le français, il est comme ça, et jusqu'à présent, ils sont comme ça. Si jamais vous décrochez une bourse pour aller en France, vous allez en France, vous êtes admis par exemple dans une petite école de formation, une école de formation supérieure pour apprendre un métier par exemple. La formation, ça dure 3 ans. La bourse vous est attribuée par la France via Campus France par exemple.
C'est là que vous allez comprendre, vous allez vous rappeler de ce cours. Si jamais vous arrivez en paille de lit, hein, pour faire cours, eh ben, ça commence à l'entrée de l'école. Hein. Les gens le portier va vous regarder de la tête aux pieds, comme si vous avez fait un délit, hein, il dit rien, vous rentrez en classe, vous passez devant la secrétaire, elle vous regarde de la tête aux pieds, vous rentrez en classe, le prof va vous faire cette remarque que bon, vous avez des couleurs trop claires, hein, trop flash, hein, est-ce que vous pouvez changer votre habillement, hein, pour répondre aux normes locales, hein, voilà. Ils ne mettent pas votre pagne à Lagos ou à Tours, hein, du tout. Votre pagne, votre habillement à l'africaine dérange, ça les dérange. Ils veulent que vous vous habillez comme eux. Pendant la durée de la formation, imaginez-vous si vous restez 10 ans là-bas, 11 ans, 12 ans, on vous demande de vous habiller comme eux, mais finalement vous allez vous habiller comme eux. Et vous allez avoir du mal à porter des caftans. 15 ans sans porter un caftan, après on vous demande de porter un caftan, vous avez du mal. Vous êtes mal à l'aise dedans. Vous parlez en wolof, on vous dit, il faut parler en français. Les enfants c'est comme ça, il faut parler français, il faut parler français. Finalement, c'est comme si les langues d'origine, les langues maternelles, les langues héritées sont à piétiner. On piétine les langues et les enfants d'Africains nés en France, ils parlent français comme les petits français, avec l'accent français. Ils méconnaissent leur langue d'origine, leur langue traditionnelle, leur langue historique, la langue de leur histoire personnelle. C'est ça le propre de la colonisation. Eh bien, nous avons tout un chemin à faire et on ne sera jamais développement entre guillemets, on ne va jamais décoller si on n'arrive pas à mettre en valeur les atouts dont nous disposons dans nos campagnes, les atouts qui sont rattachés à l'agriculture, qui sont rattachés à la pêche, qui sont rattachés à l'élevage, qui sont rattachés à toutes les activités productives agricoles. Et il y en a énormément d'activités productives agricoles. Les activités de cueillette, l'apiculture, il y en a énormément d'activités qui sont là, qui sont à valoriser et il nous appartient à tous à réfléchir sur comment valoriser ces activités-là pour faire décoller le rural. Alors, oui, il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose tout à l'heure. Allez-y. Les zones industrielles des poules, c'est une excellente question. Alors, je vais vous citer pour illustrer les choses. Je vais raconter une petite histoire qui va vous faire rigoler. Hein, j'étais invité à déjeuner à Paris, à déjeuner à midi. On a amené un gros poulet très joli. Et moi aussi j'avais faim. Hein. J'en ai mangé. Et pendant que je mangeais, celui qui m'avait invité, il m'a dit, il faut faire attention. Hein. Le poulet il est bon. J'ai dit, ah mais c'est très bon. C'est peut-être que j'ai faim aussi. Hein. Il m'a dit, il faut faire très attention. Parce que ce poulet-là, il est né aujourd'hui. On l'a fait grandir dans la journée. On l'a tué dans la journée. Et c'est dans ton assiette aujourd'hui. Avec plein d'hormones, hein, des hormones pour que ça grandisse très vite, ça soit bien beau, bien joli. On le met au four, c'est très joli dans ton affaire. C'est plein d'hormones. Hein. C'est plein d'hormones. Ça vous modifie de l'intérieur. Vous mangez ce poulet pendant une semaine, c'est bon. C'est bon. Vous avez bouffé beaucoup d'hormones qui viennent du poulet. C'est pareil, partout, c'est pareil, oui. Sur le secteur primaire, oui. Représente un peu. Pourquoi vous dites que ça représente un peu? Attendez. Votre camarade nous dit que le secteur primaire dans les pays du Sud représente un peu. Ça, il ne faut pas le dire dans un concours. Hein. C'est extrêmement grave ce que vous dites. Hein. Nous sommes des pays ruraux avec plus de presque 70% de la population qui vit dans les milieux ruraux. Le secteur primaire est très important. Alors si les politiques affichent dans les statistiques
économiques, par exemple, ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, hein, si vous voyez que le secteur primaire est en deçà et la part du secteur primaire est faible, ça ne veut rien dire. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'homme. C'est l'homme qui nous intéresse. Les ressources humaines. Où sont les ressources humaines? Où est-ce qu'on a le plus de bras? Pour développer un pays, il faut des bras. On ne va pas demander aux Américains de venir développer le Sénégal. Hein. Et bien ces bras-là sont en campagne, hein. Ils ne sont pas en ville. Hein. Et même les gens qui sont en ville, au moins 60% des gens qui circulent en ville viennent de la campagne. N'est-ce pas? Donc nous sommes des ruraux. C'est dans ce sens-là que je parle. Hein. Vous n'allez pas au concours de l'État ou au concours passé pour dire que les trucs sont minimes. Hein. Là, on vous colle. Dès que vous sortez ce genre d'erreur, vous avez échoué. Hein. On vous met de côté. Il y a des bêtises, quand vous le sortez dans les concours, on vous classe. Si vous êtes en interrogation, en audition, le jury, bon, ils sont gentils jusqu'au bout, mais vous êtes déjà hors classement. On ne va pas vous laisser gérer une classe au lycée en sortant des bêtises de ce genre. Voilà. Ce sont des pays ruraux, ce sont des bras qui sont importants et les bras sont des bras qui viennent de la campagne. C'est extrêmement important. C'est un atout. Maintenant, cet atout-là, les ressources humaines sont là, les connaissances sont là, il faut les valoriser. Il faut s'attaquer à la valorisation des connaissances et faire face aux défis actuels, aux défis environnementaux, aux défis économiques pour qu'on puisse être autonome du point de vue de la réflexion, du point de vue politique, autonome d'un point de vue économique également, et décoller selon nos propres moyens. Voilà. C'est ça, c'est tout un chantier hein, avec plusieurs axes qui sont reliés quand même, hein, des axes qui sont reliés. Alors, qu'est-ce que c'est que la campagne? Moi, j'ai abordé la campagne en vous parlant d'administration. C'est très important. Parce qu'on a dit, la première phrase que j'ai dictée, c'est que les limites de la campagne sont imprécises. Lorsqu'on enlève ce cachet administratif, ce découpage administratif, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'environnement naturel. Et dans l'environnement naturel de la campagne, il y a une typologie qui existe, et cette typologie, elle est connue. Il y a deux types de campagnes, des campagnes avec des paysages d'open field et des campagnes avec des paysages de bocage. Je pense que vous avez déjà suivi des cours sur les paysages de bocage et les paysages d'open field. L'open field, c'est simple, allez visiter les campagnes du bassin arachidier, chez les serrères, chez les paysans serrères, vous trouverez le paysage d'open field. Que signifie open field? Open, ça signifie ouvert en anglais, et field signifie champ en anglais. Open field. Open field. Open field, champ ouvert. Field, ça signifie champ. Champ ouvert. Eh bien, chez les peuples, c'est de l'open field. Chez les terrains, c'est de l'open field. Il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas véritablement de clôture. Les champs sont ouverts. Et c'est très beau. Quand vous partez en hivernage en pays serrère, à Niara par exemple, vous allez voir le paysage. Vous allez voir des champs de mil alternés avec des champs d'arachides. Voilà, il y a la levée des plantes, c'est ouvert. Et vous distinguez le mil qui commence à sortir ses épis avec des grains, et vous avez l'arachide à un niveau beaucoup plus bas. Et c'est ouvert, il n'y a pas de clôture. Vous pouvez avoir comme clôture parfois, vous pouvez avoir des haies de bissap. Les femmes sèment le bissap tout autour des champs d'arachide. C'est autour des champs d'arachide en général que la femme met du bissap rouge ou bien du bissap blanc. Et quand ça produit, elle récolte, elle vend au champ, bien elle consomme. Voilà. Vous pouvez voir également beaucoup plus rarement des champs, des clôtures de porc. Porphyria balsamifera, c'est une plante, c'est la plante qu'on appelle salade. Quand vous coupez, il y a une sève blanche qui sort. Voilà. C'est rare, mais parfois on trouve des clôtures de porc. Ça, c'est en général, on le met sur les voies de circulation.
pour éviter que le bétail n'empiète dans les champs. Mais sinon, il n'y a pas de clôture, c'est ouvert, open field. Par contre, les paysages bocagers, on les retrouve à quelques rares endroits en Afrique. Quelques rares endroits, on peut trouver du paysage bocager, surtout en agriculture commerciale. C'est surtout en agriculture commerciale qu'on trouve des paysages bocagers. Par exemple, vous partez en Côte d'Ivoire, là on cultive de la banane, les Ivoiriens ils cultivent beaucoup de bananes, beaucoup de café, beaucoup de cacao. Vous allez là où on fait de la culture de bananes, là où il y a les bananeraies, et bien vous allez voir des haies, des clôtures avec des palmiers tout autour, c'est fermé, hein, c'est privé, c'est fermé, parce que ce sont des entreprises qui ont investi dans cette production de bananes qui est ensuite exportée dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, vous allez à Sandaga, vous aurez des bananes de la Côte d'Ivoire avec l'étiquette banane ivoirienne. Voilà. Et ce sont des champs clôturés, c'est un paysage bocager. C'est surtout quand il y a de la culture commerciale qu'on trouve des paysages bocagers de ce genre. Mais en général, les paysages sont des paysages de bonne culture. Voilà, et lorsqu'on enlève le cachet administratif, on trouve ces deux types de paysages-là, bocage et open field. Et là, je pense que pour avoir des développements, il faut revoir votre cours de première année sur les bocages et l'open field. Voilà. Je crois qu'il faut visiter également certains concepts, comme le concept de terroir, pour ce qui est de la campagne. Le concept de terroir. Il faut lire des choses sur le terroir. On va vous dire, les ressortissants des pays développés, les scientifiques des pays développés même, vont vous dire que le terroir c'est fini, ça n'existe plus. Il ne faut jamais écouter ce genre de discours. Hein. Le terroir n'est pas fini. Hein. Chez nous, le terroir existe jusqu'à présent. Le terroir est une réalité. Pour eux, le terroir c'est fini, c'est terminé. Ouais, peut-être en France, il n'y a plus de terroir. Mais ici, le terroir est toujours là. Et terroir, ça donne produit du terroir. Produit typiquement du terroir. C'est-à-dire, quand on va chez les Peuls, hein, on achète dans le Ferlo, à Linguère par exemple, dans un village de Linguère, n'importe quel village de Linguère ou de Dara Djolof. Dara Djolof, c'est le centre du Ferlo. Hein. À Dara Djolof, vous achetez du beurre de vache. Hein. Vous sentez ça? Ça sent tellement bon. C'est pur. C'est de la high quality. Hein. Vous achetez du beurre de vache ici, au marché de Tillet. C'est du beurre de vache industriel qui ne sent rien du tout. Les commerçants, ils l'ont pris dans un grand seau là, ils l'ont mis dans des sachets. Vous sentez ça, ça ne sent rien, c'est industriel. C'est industriel. Alors, ce beurre de vache de Dara Djolof, du village de Dara Djolof, c'est un produit de terroir. Et c'est ce genre de choses-là, naturelles, sans substance cancérigène. C'est ça notre trésor. C'est ça qu'on doit exploiter pour pouvoir vendre hors de nos territoires, faire venir des devises et pouvoir maintenant construire notre pays, construire tous les pays africains, construire les pays du Sud. C'est notre trésor. Et c'est recherché. Hein? C'est recherché par les ressortissants des pays occidentaux. En état acculé par le cancer, eh bien, ils veulent s'échapper. Hein? Ils cherchent à s'échapper, à venir là où c'est naturel, là où on mange sain, où il n'y a pas de risque de cancer par-ci, par-là. Eh bien, ce genre de produit-là, c'est recherché. C'est de la qualité maintenant. Ils voient ça comme de la qualité. Parce qu'eux aussi, ils n'arrivent pas à se démettre, à se détacher de tout ce qui est produit modifié, transformé, pour faire VIP, en mettant que des conneries. Hein. On a vécu l'épisode de la crise de la vache folle. Je ne sais pas si vous étiez encore assez mature pour vous en rappeler. C'était en 1998, je crois. Hein. 98-99. Il y avait la crise de la vache folle. Eh bien, qu'est-ce que les scientifiques ont fait? Chez les Belges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait bouffer aux bovins, ils leur ont donné de la viande. Ils en ont fait des carnivores. Ils ont transformé la viande sous forme de granulés, je crois. Et ils l'ont enrobé avec du végétal. Eh bien, les bovins ont mangé ça. Après, ils sont devenus dingues, quoi.
crise de la vache folle. Et c'était assez grave parce que ces bovins étaient paralysés. Après, ils étaient malades, paralysés. Non seulement ils étaient devenus fous, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas, ça n'allait pas dans la tête, mais il y avait des paralysies par-ci, par-là, et personne ne comprenait. Et ça se répercutait aussi sur les gens qui en ont mangé. Ah oui! Ils ont capté des choses et les gens aussi ont commencé à développer des Alzheimer, des trucs assez bizarres. C'est extrêmement grave, hein? C'est pas de la rigolade, hein? C'est très grave. Voilà la science, le développement, matin. Voilà des productions du développement. On va s'arrêter là et la prochaine fois, ce sera en ligne. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga.